Alors normalement la présentation devait être faite avec Hans Beckmann au Musée royal de l'Afrique centrale et Hans est retenu pour les affaires du musée, donc il vous prie de l'excuser de ne pas être présent pour aujourd'hui. Donc il m'a confié la mission de présenter à sa place un des projets sur lesquels il travaille actuellement. Alors une petite vue du Cameroun pour vous faire un petit peu voyager. Alors ça va être très simple, mon exposé, c'est parler un peu du contexte de la diversité des bois en milieu tropical et en particulier en Afrique centrale. Et après, je vais vous montrer deux projets qui viennent juste de démarrer. Donc le projet Smartwood ID, c'est un PDF, donc ça va pas marcher. Ça marche sur les PDF? Génial. Oh, c'est super. Magnifique, merci. Alors, Smartwood ID, donc ça c'est le projet sur lequel travaille Hans Beckmann et qui est connecté à celui sur lequel je travaille actuellement. Donc GAC, c'est un petit acronyme pour dire Guide des arbres d'Afrique centrale. Donc ça va me faire plaisir de vous parler de tout ça et de faire un petit peu de pub pour les projets. Alors contexte, la diversité dans les tropiques. Bon voilà, on est à Montpellier, donc tout ce qui est diversité tropicale, c'est vrai qu'on est pas mal dans le fief de cette diversité, les études sur cette diversité. Alors les tropiques, voilà, qu'est-ce que c'est? Je vous montre une petite illustration que j'aime bien pour montrer que la diversité des plantes vasculaires est particulièrement concentrée dans les zones tropicales. Et donc là, plus c'est jaune ou rouge, plus il y a de plantes vasculaires. Et donc plus c'est bleu et froid, moins il y en a. Qu'est-ce que ça donne en chiffres? C'est que les forêts, si on se concentre sur les forêts denses humides d'Afrique tropicale au sens large, c'est 10% du couvert forestier mondial. Donc finalement, c'est concentré dans des zones assez équatoriales et on se retrouve quand même avec 10% des forêts. Alors en termes d'espèces d'arbres, parce qu'on va se concentrer un petit peu plus sur les arbres, c'est 40 à 50 000 espèces. La plus grande diversité, c'est en Asie et en Amérique. Et on va parler de l'Afrique qui est un petit peu moins dotée avec uniquement environ 5000 espèces d'arbres. Et puis bien sûr, les tropiques, c'est aussi une concentre une majorité des espèces animales, donc qui font que ces environnements sont vraiment très importants pour la biodiversité mondiale. Qu'est-ce que ça donne? Quand on parle de diversité biologique, non de biodiversité, c'est aussi tous les services écosystémiques qu'apportent ces forêts tropicales et les parties prenantes, tous les acteurs qui travaillent ou qui utilisent ces forêts. Donc, en termes de services écosystémiques, il y a bien sûr le bois d'œuvre, le bois de feu, on va dire tout ce qui est aussi ressources, abris pour les espèces animales et végétales, voilà, la viande, le poisson qui sont utilisés par les populations et les produits forestiers non ligneux. Donc ça va m'intéresser aussi pour ce que je vais vous présenter dans le projet et les propriétés médicinales de toutes ces plantes. Les fonctions de régulation pour améliorer la qualité de l'eau, de l'air, des sols. Et on sort de la COP 26 là avec plus ou moins de succès. Donc tout ce qui est régulation du climat. Et en termes culturels, donc tout ce qui est patrimoine naturel et culturel des forêts, avec les utilisations aussi rituelles, l'apprentissage aussi qu'on peut faire à la fois des propriétés, des utilisations de tout ce qui constitue ces forêts, et en même temps en apprendre plus pour nous aussi en termes de recherche. Et les acteurs de la forêt, donc à la fois les populations locales, les compagnies forestières, qui sont des acteurs aussi importants, tout ce qui est ministère des forêts, des faunes, les communautés aussi qui se mettent ensemble pour travailler sur la forêt, les associations, les ONG, les universités, donc là on est quand même bien représenté aujourd'hui, et puis tous les consultants extérieurs qui travaillent aussi dans des entreprises privées, donc en dehors des compagnies forestières, qui travaillent sur le bois et dans le secteur bois. Alors, comment expliquer cette diversité au niveau des tropiques? Bon, là, j'ai fait un petit résumé de quatre hypothèses. Donc, les facteurs historiques, donc l'impact des glaciations qui fait que on a une glaciation, déglaciation, une diversification des
des familles et puis des genres au niveau des tropiques. Une histoire d'échelle spatiale aussi, donc avec une plus grande diversité dans les tropiques que dans le reste du monde. L'hypothèse de l'énergie disponible, donc en termes d'ensoleillement, de chaleur, elle est plus importante dans les tropiques par unité de surface, qui permet à plus d'espèces de se développer. Et puis un petit peu une synthèse de tout ça, donc tout ce qui est conservatisme de niche. Donc on a une majorité d'ancêtres tropicaux, on l'a vu avec la présentation précédente. Donc le climat tropical favorise aussi la création d'espèces. Alors après, ça se voit à différentes échelles. Donc c'est intéressant aussi de dire qu'à l'échelle mondiale, on l'a vu, il y a une plus grande diversité en Amérique qu'en Afrique, parce que en Amérique, il y a des perturbations plus importantes au Pléistocène, qui ont une influence sur la diversification des plantes et des arbres en particulier. À l'échelle régionale, donc ça on va en parler un petit peu plus pour l'Afrique, on a le climat aussi qui a son importance, mais ça fonctionne de manière différente. Et au niveau local, on a tout ce qui est facteurs environnementaux, les effets de compétition, l'haute écologie, donc comment fonctionnent les espèces, et les perturbations naturelles plus locales et anthropiques, donc qui ont leur importance. Mais bon, comme on le sait tous, cette diversité est menacée. Et j'aime bien cette étude parce qu'elle montre la différence en très peu d'années entre 1993 et 2009 sur l'impact de l'empreinte humaine sur les environnements. Et on voit que si on relie les points, on se retrouve avec les zones tropicales qui ont en fait une empreinte humaine, qui subissent une empreinte humaine plus importante qu'ailleurs, ce qui fait que les environnements se retrouvent fragmentés, des espèces disparaissent. Donc voilà, on est en plein dedans et on n'a pas encore toutes les solutions, je pense, pour réussir à endiguer ça. Alors en Afrique centrale, on va resserrer un petit peu la focale. Diversité et endémisme. Donc là, je vous montre une carte de végétation de l'Afrique centrale qui est bien, l'Afrique qui est bien connue, avec différents types de végétation. Et on va se concentrer sur la zone verte du milieu, qui est donc là où c'est noté gentiment forêt. Donc qu'est-ce qu'on entend par forêt en Afrique centrale? Donc, en particulier, ça c'est surtout sur ça dont je vais parler tout à l'heure, c'est le centre d'endémisme guinéo-congolais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une zone qui est définie comme la forêt tropicale, mais il y a 3 sous-centres d'endémisme qui en découlent, le Haut-Guinéen, le Bas-Guinéen et le Congolais. Le Haut-Guinéen et le Bas-Guinéen étant séparés par le Dahomey Gap, ce qui fait que on retrouve, il y a des espèces qui peuvent être communes à ces 3 zones, mais elles sont aussi différentes parce qu'il y a eu des évolutions différentes après les glaciations aussi entre ces parties de l'Afrique centrale. Alors les types de végétation, je reprends notre cher White. On a différents types de formations, donc les forêts, tout ce qui est forêts secondaires, qui sont dues aux impacts humains en particulier, les formations édaphiques, donc sur tout ce qui est sol hydromorphe et les formations de mangroves, les formations qui sont dues à des variations altitudinales, donc les forêts, on va dire, de montagne à plus de 1000 mètres d'altitude qui sont particulières, et les formations de terre ferme. Et dans ces formations de terre ferme, on a 4 sous-types, donc les forêts sempervirantes côtières, donc c'est les forêts avec les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles, qui sont sur la côte, les forêts mixtes semi-décidues, donc là on a un petit mélange entre à la fois des espèces qui perdent leurs feuilles et des espèces qui ne les perdent pas. Tout ce qui est forêt monodominante, donc dans les forêts, surtout c'est des forêts qui poussent dans des milieux un petit peu plus humides, qui sont à la fois sempervirantes et semi-décidues, et puis les forêts de bordure qui se retrouvent à être plutôt semi-décidues. Donc ils sont plutôt en lisière de la zone dense humide. Alors l'importance du climat en Afrique centrale, donc ça, nous, on va se concentrer sur le Pléistocène. Ce qui s'est passé, c'est que le Pléistocène est caractérisé par ce dernier maximum glaciaire qui a eu un impact assez important en Afrique centrale, ce
qui fait que la forêt s'est fragmentée à ce moment-là. On voit ici avec ce graphique polynique qui a un pic en fait de savane. Voilà. Un pic de pollen de graminées, ce qui fait que la forêt s'est retrouvée à se fragmenter, à se contracter. Ce qui fait qu'à partir de l'Holocène, là, on a les arbres qui sont de retour. On va mieux le voir tout à l'heure. Attendez. Pointeur, ça marche pas trop. Donc les arbres sont de retour, donc on a beaucoup moins de savane. Donc ça va avoir des conséquences assez importantes. Alors, là, je vous fais un petit résumé entre les deux d'une publication sur base de génétique. Donc, une contraction au Pléistocène des massifs forestiers, avec ça corrobore en fait les refuges forestiers qui avaient été mis en hypothèse par Jean Malet en particulier il y a déjà 30 ans, et donc avec une expansion à l'inverse à l'Holocène de ces massifs forestiers qui s'étaient retrouvés en refuge. Alors quand on parle de refuge, ça peut être surtout des refuges un petit peu plus montagnards, donc où les forêts se sont retrouvées cantonnées pendant que la savane gagnait du terrain. Donc après, en phase d'expansion, du coup, on s'est retrouvé avec une diversification de certaines familles, en particulier de certains genres. Donc ce qui fait qu'il y a des genres qu'on ne retrouve que dans le Haut-Guinéen qu'on a vu tout à l'heure, ou que dans le Bas-Guinéen, et encore plus dans le Congolais, donc dans les sous-centres d'endémisme. Donc on se retrouve avec des familles qui se sont élargies, en particulier je pense aux Fabacées, et une diversification des taxons. Alors le problème de cette diversification, c'est que là on est vraiment dans l'expertise absolue, parce que certains ne se distinguent que par une taille de limbe de feuilles un petit peu plus grande que l'autre, ou alors en caractère anatomique du bois. Des fois on a extrêmement de mal à trouver une différence anatomique, si ce n'est une moyenne de taille de vaisseau qui serait un petit peu différente. Alors les bois. Diversité des usages et des utilisateurs. Comme on a vu qu'il y avait on avait une grande diversification des plantes et en particulier des arbres, on va se concentrer sur alors j'élimine tout ce qui est plantes ligneuses et tout ça, arborescentes, lianes et tout. Pourtant je les adore et j'aime bien les décrire aussi. Mais voilà, on va se concentrer sur ce qui est bois qui peut être mis en œuvre ensuite. Donc volontairement, je coupe un petit peu tout ce qui est ligneux, mais je sais bien qu'on a vu en plus avec la présentation précédente que c'était vraiment, vraiment très important. Donc là, je me concentre sur les arbres et je vous montrerai pourquoi par la suite. Donc, la diversité des usages. Donc, le bois, là, on est bien placé pour le savoir au moment du GDR, là, c'est que il a de multiples usages et propriétés, en particulier mécaniques ou des utilisations. J'ai mis aussi les instruments de musique, les meubles, le charbon de bois, parce que je viens de là, moi je viens de l'anthracologie, donc on a absolument besoin de connaître en fait tous ces bois, leur qualité mécanique, leurs propriétés physiques, chimiques, comment ils réagissent, leur couleur, leur intérêt, leur crin. Bref, on a déjà une grande connaissance sur pas mal de bois qui sont exploités, qui sont exportés, utilisés dans différents domaines. Alors, les enjeux actuels, c'est que, comme je vous ai parlé de diversité, on se retrouve dans des problèmes d'identification. Donc, qui dit problème d'identification dit aussi problème de traçabilité. En particulier, donc l'exportation et l'importation, donc tout ce qui est douane en fait. Donc, on se retrouve avec du bois qui est exploité de manière illégale, ou alors des mauvaises identifications, donc du bois qui est vendu de manière frauduleuse, c'est-à-dire c'est pas la bonne espèce qui est vendue. Donc, ça a des conséquences aussi économiques. En plus d'avoir des conséquences aussi sur les environnements eux-mêmes. Des nouvelles ressources, on a absolument besoin aussi de diversifier, de pas toujours exploiter les mêmes bois. Donc, en termes de bois d'œuvre, de propriétés physiques et chimiques, on a besoin d'acquérir beaucoup plus de connaissances sur des bois qui seraient peut-être moins connus parce qu'on ne les utilise pas, ils ont été moins étudiés, ou alors parce qu'on exploite surtout les mêmes essences.
Et puis en termes d'identification, il y a tout ce qui est reconstitution ou dont je parlais d'archéologie aussi, donc tout ce qui est paléo-environnement, usage humain ancien, ressources en bois, tout ce qui est identification aussi d'objets d'art, d'instruments de musique qui sont en bois, qui peuvent avoir des patines. Voilà, je me suis retrouvée à la Cité de la Musique à regarder des xylophones qui n'étaient pas forcément en padouk. Donc voilà, essayer de retrouver d'arriver à identifier ces bois sur des bases anatomiques sans dégrader les objets. Alors les besoins, besoin de connaissance et besoin de diffusion de cette connaissance. Parce que le souci, c'est qu'on a beaucoup de connaissances aussi éparpillées, d'autres qui sont manquantes, et en fait, le fait de rassembler ces connaissances permet d'identifier les lacunes, et donc de pouvoir aller plus loin dans la connaissance de ces bois. Et les difficultés, justement, c'est la diversité elle-même. Donc, avec le bois tropical, c'est vrai que tous ceux qui travaillent en zone tropicale sont bien placés pour le savoir. Donc, à la fois, on manque de ressources humaines, tout simplement, d'experts pour pouvoir identifier ces bois, les décrire, les tester. Et donc, tout ça prend du temps. Donc, un manque de temps, de ressources aussi matérielles pour pouvoir faire tout ça. Et cette connaissance qui est donc éparpillée, qu'il s'agit de rassembler. Donc c'est là qu'on arrive à un premier projet. Donc je vais vous présenter le projet sur lequel travaille Hans Beckmann. Ça a démarré cette année, donc c'est un tout nouveau projet. Donc j'ai mis ID et IA volontairement. Donc là on parle d'identification de bois sur base d'intelligence artificielle. Donc on est en plein dedans, je pense que ça intéresse du monde ici, parce que c'est vraiment, pour nos disciplines, c'est vraiment une des gros enjeux à venir dans les prochaines années. Alors, qu'est-ce que Smartwood ID? C'est un outil d'identification des bois en particulier d'Afrique centrale, qui soient à la fois performants et qui permettent aux utilisateurs qui ne sont non experts de pouvoir y accéder pour lutter contre le commerce illégal du bois. Donc ça, c'est en particulier mené au Musée royal de l'Afrique centrale, au service de biologie du bois de Tervuren, donc dont le directeur est Hans Beckmann, et aussi en partenariat, je l'ai pas mis, avec l'université de Gand, qui elle est équipée en outils, en instruments pour on va dire poncer les bois et aussi les numériser. Et c'est un projet fédéral qui est financé par le BELSPO, c'est l'équivalent de l'ANR en France. Alors les enjeux, c'est parce que l'exploitation et le commerce illégaux du bois, ça représente en termes de milliards, là c'est mis en dollars, par an, c'est entre 150 et 152, voilà, une grande fourchette parce qu'on ne sait pas exactement combien coûte vraiment cette exploitation illégale. Le problème, c'est que ça a des conséquences qui sont irréversibles sur les écosystèmes, parce que qui dit bois dans des forêts non certifiées, exploitées et puis transportées, vendues, fait qu'il y a des environnements et puis des personnes qui sont aussi exploitées de manière honteuse. Donc il y a des programmes de régulation qui existent à l'échelle internationale et puis européenne. Donc voilà, pour citer la CITES et le FLEGT, le UTR. Mais il y a des efforts qui restent à faire parce que ça, ce sont des textes, ce sont des lois, ce sont des normes, mais il n'y a pas forcément des outils vraiment pour aider à réguler tout ça. Donc, et en plus, en quoi ça intéresse plus particulièrement les Belges. Pourquoi la Belgique est vraiment ciblée par ça, c'est qu'il y a entre un quart et un tiers des bois, tout confondu, illégaux et légaux surtout, qui arrivent par le port d'Anvers. Donc, pour tout vous dire, Hans Beckmann, la grande majorité de son activité à Tervuren, c'est identifier des bois qui viennent de conteneurs du port d'Anvers pour voir si l'espèce qui est vendue est bien celle qui est indiquée sur le lot. Donc, c'est une grande partie de son activité. Et voilà, vous voyez, c'est un monsieur tout seul dans son bureau, un chercheur qui fait moins de recherche que de l'identification pour les douanes. Donc c'est une grande expertise qu'il a en ce domaine, donc il est bien sûr aidé par les techniciens pour préparer tous les échantillons, mais c'est aussi tout un temps utile d'une seule personne pour identifier ces bois.
Donc ce qui serait bien, et c'est une demande aussi des douaniers, c'est de pouvoir avoir accès à un outil qui les aide en tout cas à pouvoir pré-traiter l'information, et quitte à demander après une expertise complémentaire le cas échéant. Donc c'est pour ça que ce projet, c'est un enjeu majeur qui est donc financé depuis cette année par la Belgique. Alors comment ça fonctionne? Par apprentissage profond. Alors, ce qui a été choisi, c'est vraiment 1000 bois du Congo, donc de RDC, et qui viennent de la collection du Musée royal de l'Afrique centrale. Donc la Belgique a une longue histoire avec le Congo, évidemment. Et pourquoi 1000 bois? C'est déjà un bon début, je vous dirais, et c'est les 1000 bois qui ont été sélectionnés parmi les espèces les plus courantes, les plus commercialisées, et aussi les espèces compagnes qui pourraient y ressembler et qu'on pourrait confondre ou qui pourraient être exploitées illégalement ou de manière frauduleuse pour faire que les espèces se confondent et soient pas vendues sous la bonne bannière. Donc voilà. Alors, comment ça marche? Là, je vous ai simplifié un petit peu la procédure, mais cette année, par quoi il commence? Tout simplement, c'est acquérir de l'image. Concrètement, c'est sortir les bois des collections, les poncer à un grain très très fin, les numériser, et là, on ne se base que sur les coupes transversales. Donc, pour avoir des critères macroscopiques et mésoscopiques qui permettent après, avec ces images annotées, de les rentrer dans une machine qui va après reconnaître ces caractères. Alors c'est à la fois la couleur du bois, mais aussi les grands critères des coupes transversales en type de pores, de parenchyme, surtout sur ces deux parties-là. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de développer un outil informatique et une interface utilisateur. Donc pour ça, je vous ai simplifié les work packages parce que sinon, il y a aussi ceux de gestion. Mais voilà, ça, c'est les 3 plus importants qui permettent d'avoir une interface utilisateur où le douanier il va pouvoir numériser son échantillon assez brut, par exemple une coupe transversale brute d'une planche qui arrive, et puis rentrer ça dans la machine, et la machine va donner des points de comparaison, un peu comme les empreintes digitales. On est vraiment là-dedans. Donc, ce qui permet d'éliminer, procéder par élimination et d'éliminer une grande partie des bois qui ne seraient pas concordants, et de resserrer la fourchette autour de bois qui seraient les plus probables. Donc là, voilà, c'est la grande tâche qui leur incombe là pendant les années à venir. Donc le projet se terminant en 2025, et l'idée c'est d'avoir abouti cet outil. Donc là, on en est au tout début, ça vient d'être lancé. Là, c'est vraiment l'acquisition d'images. Alors, en quoi ça m'intéresse moi particulièrement? Je travaille sur un autre projet, avec Hans on se connaît bien, parce que ça a été mon directeur de thèse, et l'idée c'est qu'on travaille ensemble pour acquérir et se partager les images. Donc le partage d'images, on sait bien, on parlera avec Isabelle aussi, c'est vraiment indispensable pour pouvoir partager cette connaissance. Donc ce qui intéresse Hans Beckmann, c'est surtout d'acquérir les coupes transversales. Moi j'ai besoin des coupes transversales et aussi des DOS écartiers si possible. Donc en tout cas en coupe, les coupes longitudinales, mais toujours à des échelles macroscopiques. Donc voilà, on travaille ensemble pour pouvoir s'échanger les collections entre Tervuren, celle de Jean Blou Agrobiotech, à la fois l'université et puis les collections anciennes des forêts de la région wallonne qui a des collections aussi du Congo par exemple, entre autres. Mais voilà, donc on fait un partage de connaissances et d'images en particulier. Alors, qu'est-ce que notre projet? Donc, ce qui est aussi difficile à financer, c'est tout simplement un livre. Donc, voilà, ça c'est un beau projet qui est financé depuis la fin de 2020 par à la fois la Comifa, qui est la Commission des forêts d'Afrique centrale, et le PPECF, qui est en fait un programme de promotion en fait des forêts, de la certification forestière. Donc c'est un gros budget pour produire un guide des arbres d'Afrique centrale. Alors on se dit bon, on est en 2021, un guide
du papier, des bouquins, est-ce que c'est vraiment important? Mais en fait, oui. Donc ça se fait en Belgique via l'Université de Liège, donc le campus en particulier de Jean Blou Agrobiotech, et l'association Nature Plus qui fonctionne comme un bureau d'études en lien avec les partenaires locaux en Afrique centrale. Alors les origines de ce projet, c'est qu'en 2016 est paru un premier guide des arbres utiles du Gabon. Donc 140 espèces qui ont été publiées aux presses agronomiques de Jean Blou. Donc c'est un très très chouette livre que je vous encourage à acquérir si vous aimez les guides de nature, qui s'est voulu vraiment une vulgarisation des connaissances écologiques de ces 140 espèces les plus importantes du Gabon. Et ça a été un vrai succès. En fait. Donc il y avait c'est un guide qui a été aussi donné localement aux partenaires, aux universités, aux chercheurs, aux compagnies forestières, mais ça a été un succès de librairie, un best-seller, ce qui fait que les gens le prennent comme vous prendriez une flore pour aller en forêt et identifier vos arbres. Donc c'est ce que font les gens sur place, en tout cas, ou ceux qui partent au Gabon. Donc parce qu'on peut identifier à la fois les graines, les fruits, les fleurs, les feuilles, sur l'odeur de la tranche qu'on coupe dans l'arbre, sur les écorces. C'est une mine d'or en fait sur ces arbres du Gabon. Alors le truc, c'est que ça ne parle que du Gabon. Donc l'idée, c'était de pouvoir financer quelque chose de plus ambitieux sur base de ce succès-là pour pouvoir diffuser encore plus de connaissances sur les arbres d'Afrique centrale. Donc c'est là que on commence un petit peu à voir la procédure, c'est qu'on part des 140 espèces du Gabon pour rajouter des espèces supplémentaires pour arriver à 200. Ça va faire les 200 principales espèces d'Afrique centrale et après rajouter les 300 espèces qui sont un petit peu moins majeures mais qui permettent d'atteindre un guide de 500 espèces donc d'arbres d'Afrique centrale. Donc un petit peu moins les arbustes, ça peut être des grands arbres ou des petits arbres, mais ce sont des arbres qui sont sélectionnés, des espèces qui sont sélectionnées sur leur importance à la fois en termes d'utilisation en bois d'œuvre et tout ça, mais aussi sur leurs caractéristiques des propriétés de la pharmacopée traditionnelle, sur les usages rituels, sur l'utilisation des produits forestiers non ligneux aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut assez complet. Et un des grands enjeux aussi, c'était qu'il y a eu d'abord une première phase de sondage à laquelle j'avais participé parce que je n'étais pas sur le projet au début, qui était de dire bon, vous avez bien aimé ce guide de 2016, mais qu'est-ce qui vous a manqué dedans? Et puis clairement, on a été plusieurs à répondre, il nous manque le bois, tout simplement, parce que là c'était un guide de terrain et il nous manquait clairement une partie atlas de bois. Donc voilà, actuellement on est plutôt dans l'activité 2, c'est vraiment constituer et compléter les bases de données. Donc c'est bêtement des tableaux Excel pour l'instant. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre cette base de données en ligne avec une interface aussi utilisateur. Donc pouvoir accéder à toute cette connaissance qui sera complétée au fur et à mesure du projet. Donc ça a commencé fin 2020 et ça se termine normalement en 2024 avec la parution du livre. Alors quel est l'intérêt aussi d'avoir deux bailleurs pour le projet? C'est que l'objectif, c'est de publier, en tout cas d'imprimer 5000 exemplaires du guide, donc avec 1000 exemplaires qui iront dans chacun des pays partenaires en fait de ce projet. Et le fait est que c'est tellement gros que récemment on a décidé de séparer à la fois de faire un guide de terrain d'un format pratique type je sais plus c'est quoi A5 qui puisse être transporté partout dans le sac à dos, avec quand même 500 espèces, et un atlas de bureau qui, lui, sera complémentaire avec un format un peu plus grand, et là, ce sera là où on trouvera les éléments sur le bois, sur les propriétés médicinales, etc. Et bien sûr, il y aura une base de données en ligne. Donc, dans les prochaines étapes, voilà, moi je suis aussi là-dedans, c'est dans la rédaction des fiches descriptives. Donc, pour l'instant, on fait ça sur des Word, donc des 140 premières espèces du Gabon. Et ça sera après mis en ligne pour automatiser la production de fiches. Ce qui fait que une fois que ce sera validé par des experts, hein, on a quand même pas mal de gens qui ont été sollicités pour corriger le guide pour chaque point d'expertise, c'est de rendre ça accessible en ligne, soit
complètement, donc vous pouvez télécharger tout le guide en entier, ou alors vous faites une requête et vous téléchargez uniquement la fiche de l'arbre qui vous intéresse. Et pour faire cela, on se base sur des choses qui sont connues. Alors merci à l'Atlas des bois tropicaux et à l'équipe de Jean Gérard d'exister, parce que c'est vraiment une mine d'or ce livre qui est aussi très très récent. On se sert aussi de littérature plus ancienne, des bases de données en ligne, Plantius, Prota, etc. Plus toute la littérature grise qu'on a en stock. Donc moi par exemple, c'est typiquement des descriptions anatomiques de bois que j'ai faites pendant ma thèse et qui n'ont jamais été publiées. Des nouvelles acquisitions, parce qu'on se rend compte qu'il y a des manques aussi, donc on a besoin d'acquérir à la fois des images de bois, des nouvelles données qu'on n'aurait pas de propriété et tout ça, et puis aussi les rapports de projets qui ont été faits qui ont été faits durant ces dernières années par Jean Blou, par le CIRAD, dont les projets communs, les projets européens, etc. Donc tout ce qui a été financé depuis les 10 dernières années, en fait, on a énormément de données sur l'écologie, sur la croissance, sur les statuts de conservation, sur les propriétés, qui ne sont nulle part ailleurs. Donc l'idée, c'est de les rendre accessibles à tous. Et donc voilà un petit peu, je vous montre deux lieux de stockage d'échantillons. Le grenier à Jean Blou, dans la fac, voilà, des collections qui ont été sauvées parce qu'elles étaient concrètement sous une grosse fuite d'eau, un petit peu comme les collections du Muséum de Paris, là, qui ont eu un petit souci à une période. Donc voilà, des collections qui ont même été brûlées ou bon bref, en partie. Donc il y a des manques et des collections qui sont qui sont conservées au niveau de la Wallonie, donc ce sont des collections dont les échantillons sont même des échantillons à valeur historique, parce que ce sont des collections qui datent des années 30, qui datent des années 50, donc c'est vraiment super de pouvoir travailler sur ces échantillons-là. Donc là, je vous ai mis un petit exemple d'image après ponçage qu'on peut obtenir. Voilà, on essaye de faire ça de manière soignée. Là, c'est pas recadré, c'est brut par rapport à ce qu'on a obtenu. Et donc, on essaiera d'avoir, dans la mesure du possible, la transversale, la DOS et le quartier, ou au moins au faux quartier. On va essayer de s'arranger avec ça. Donc c'est ça qui est le plus difficile et qui est le plus long. Donc c'est d'acquérir ces images parce qu'il faut trouver les échantillons adéquats. Et ça, c'est vrai qu'on en a parlé avec Jean Gérard aussi, que c'était un travail de titan. Donc de pouvoir récupérer ces échantillons, de les traiter et de les numériser. Donc ça, c'est mon boulot pour les prochaines années. Voilà, on parle en années, faut être réaliste. Alors, comment ça se présente? Il y aura tout un appareil critique aussi de guide au lecteur qui va expliquer exactement la méthodologie, les termes, parce que ça se veut un ouvrage de vulgarisation. C'est-à-dire, même si vous êtes spécialiste d'un petit bout, vous pourrez en savoir plus sur comment on a fonctionné, ce qu'on a choisi. Il y aura aussi des bases de données pour voir aussi quand on a fait des moyennes, sur quel caractéristique, sur quel critère on a fait ça. Je vous montre là juste la partie sur le bois. Donc il fallait aussi sélectionner des caractéristiques qu'on allait mettre dans le guide, parce que les propriétés mécaniques du bois, c'est énorme. Donc il fallait les choisir, il fallait trouver des pictogrammes pour pouvoir les représenter. Et donc ce guide au lecteur permet de pouvoir mieux identifier tout ça. Alors après, il y a les non-pilotes, comment c'est appelé dans certains pays, les statuts de conservation. Aussi, on a tout ce qui est forêt à haute valeur de conservation. Donc ça, montrer aussi si cette espèce rentre dans telle ou telle catégorie, par exemple de patrimoine naturel ou de patrimoine culturel, donc avec des usages rituels aussi qui sont identifiés. Et donc c'est des choses comme ça. Comment elle est dispersée, est-ce qu'elle plaît à des animaux, voilà, la résistance aux champignons, le grain, le fil, la description anatomique de la coupe transversale. Bref, c'est énormément de données. Alors qu'est-ce que ça donne en vrai? Là, un exemple de l'Okoumé, mais c'est brut, ça c'est la maquette qui sera présentée. Donc ça, pour le guide de terrain, c'est voilà les caractères qui sont distinctifs de l'espèce, l'habitat, c'est les périodes de fructification aussi en fonction des zones des pays, pouvoir identifier jusqu'à la plantule l'arbre, comment les fruits, la tranche, énormément de données qui sont mises dans ce guide. Donc voilà, ça c'est une fiche typique de comment on peut identifier ces arbres. Donc ça, c'est repris et même amélioré du guide qui avait été fait en 2016.
Et voilà, la partie bois, donc le format est un petit peu plus grand, donc il y a certaines propriétés mécaniques qui ont été choisies, une description aussi des caractéristiques du bois, de l'apparence, quelques propriétés mécaniques aussi. Bon, à l'anatomie de la face transversale qui va avec les photos qui seront montrées à côté, les utilisations industrielles, les utilisations traditionnelles et les propriétés chimiques et pharmaceutiques quand on les a. Donc voilà, donc ici il y a différentes caractéristiques, tout ce qui est croissance aussi, donc il y a beaucoup d'informations qui sont données dans le guide. J'arrive. Et voilà, et là c'est l'instant pub. C'est dans le sens où si vous êtes intéressé pour suivre un peu ce projet, moi je vous encourage à aller sur le site de Nature Plus. Alors là on est au début, donc Nature Plus n'a pas fait encore de fiches, tout ça. Donc comme vous êtes habitué des QR codes, voilà, je vous en ai mis d'autres. Et après j'ai fait un petit formulaire si vous voulez rester informé du projet de publication. Et si vous ne pouvez pas numériser ça de loin, j'ai des petits prospectus que je pourrais vous donner. Là, n'hésitez pas à me les demander. Où là il y a les sites internet et puis les QR codes aussi pour aller sur le site, sur les deux sites. Je vous remercie beaucoup.